Eh bien, il est 5, donc je vous propose que l'on commence. Ok, Je vous laisse la main et je continue à accepter les gens qui arrivent progressivement. parfait. Ben, merci bien Charlotte et bonjour à tous. Je suis donc Sophie Guguin, je suis chargée de l'animation de la stratégie régionale captage prioritaire. Depuis quelques mois, là, j'organise quelques webinaires et grâce à Charlotte, eh bien, la communication autour de ces webinaires peut se faire et grâce aux invitations que vous recevez. J'en profite pour faire part de la prochaine date. Ça sera le 27 juin et ça sera autour des AFAFE, donc aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, donc des outils du foncier pour permettre de promouvoir des actions en faveur de l'eau. Vous avez donc une intervention du CD35 avec Guillaume Binois et Bérangère Hénage de Haut du Pays de Saint-Malo, donc ce 27 juin à 11 heures. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire. Alors, cette fois, ce n'est pas par Charlotte, ça sera par Soisic Dorn de la PPCB. Donc, merci de communiquer autour de vous, et notamment autour des élus, des personnes des conseils départementaux, etc. Donc aujourd'hui, on se réunit pour parler des pesticides, de leurs métabolites, et je remercie pour cela deux intervenants de qualité, puisqu'on a devant nous, avec nous, Anthony de Burgrave d'Eau-et-Vilaine et Florence Fernandez de la DRAF. Je les laisse se présenter, puis je commencerai le diaporama dans un second temps. Et puis, juste pour info, ça risque d'être un petit peu plus long que les 40 minutes annoncées. Évidemment, le webinaire est enregistré, donc si vous devez le quitter au bout d'une heure et que ce n'est pas fini, vous pourrez réécouter la fin. Comme d'habitude, les webinaires et les diaporamas seront visibles sur le site de la TPVB, mais aussi sur le site de l'Adréal et sur le groupe Osmose. Donc, vous avez différents moyens d'accéder au webinaire et au diaporama qui vous sera communiqué dans la foulée. Voilà, bon webinaire et à tout à l'heure pour la conclusion. Je commence. Donc, moi, je suis Anthony de Burgrave, je suis chargé de mission qualité d'eau au sein de l'EPTB Haut-et-Vilaine. Juste un mot sur le PTB Haut-et-Vilaine pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. Donc, on est la structure porteuse du SAGE de la Vilaine, mais on a aussi de multiples missions, parmi lesquelles la lutte contre les pollutions diffuses, la restitution du bocage et les compétences GEMA, gestion de l'eau des milieux aquatiques, et parmi lesquelles la production d'eau potable, où on exploite une usine d'eau potable au niveau de Ferrel, proche de l'estuaire de la Vilaine, et qui sert ensuite à réalimenter d'autres collectivités en eau potable pour la sécurisation de l'eau sur une bonne partie du littoral morbihanais et de la presqu'île guérandaise notamment. Florence? Oui, bonjour tout le monde. Florence Fernandez, je suis chef de projet Ecofito à la DRAF de Bretagne au service régional de l'alimentation. Donc, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation et pour toutes les informations que vous allez nous donner sur le sujet des pesticides. Dans un premier temps, on redéfinira le mot pesticide. Que trouve-t-on dans la Vilaine? Donc, Anthony de Burgrave nous en parlera. Quelles conséquences sur les milieux aquatiques et évidemment pour l'eau potable? Et quelles actions publiques pour diminuer leur présence dans l'environnement? Voilà le programme des prochaines minutes. À toi, Florence. Les pesticides, c'est quoi? Alors, on va revenir sur des fondamentaux. Le mot pesticide, étymologiquement, ça veut dire tueur de fléaux. Peste, c'était fléau, et cide, c'est tuer. Ce sont toutes les substances qu'on va utiliser, nous, les humains, pour lutter contre des êtres qui sont jugés indésirables dans nos activités. Et je vais revenir plus tard, plus en détail sur cet aspect-là. Donc, les insecticides, molluscicides, acariциdes, herbicides, fongicides, voilà, c'est tous ces produits qui sont mis sur le marché avec ces modes d'action. Diapo suivante. Donc, par rapport à ces pesticides, on entend souvent parler de ce qu'est l'effet cocktail. Donc, c'est souvent un mot un peu fourre-tout employé pour dire attention, mais on ne prend pas en compte l'effet cocktail, etc. Mais on ne le définit pas souvent. Donc, de manière schématique, qu'est-ce que c'est l'effet cocktail?
et quels sont les autres types d'effets qui existent. Si jamais on prend 3 substances différentes et qu'on les ajoute, si ces substances sont indépendantes les unes des autres, on peut penser qu'on va avoir un effet, donc un effet sur la toxicologie notamment, de type cumulatif. Schématiquement, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Les effets s'ajoutent les uns avec les autres. À l'inverse, il existe aussi des effets dits antagonistes. Une substance va venir en concurrence avec une autre, et auquel cas, schématiquement, 1 plus 1 plus 1 va nous donner l'effet d'une seule substance ou d'un peu plus d'une substance, mais pas l'effet des 3 substances prises séparément. Et enfin, l'effet cocktail, c'est quand on a des synergies entre les substances, c'est-à-dire l'action conjuguée de substances différentes va agir sur des effets, par exemple des récepteurs dans notre corps différents, et l'effet va être supérieur à l'effet de chacune des substances prises séparément. C'est le fameux effet cocktail qu'on évoquait. Et donc cet effet cocktail, ce n'est pas une légende. Je vous ai remis simplement l'exemple de 2 études, une qui date de 2014 qui visait les mammifères sur la partie toxicologique, donc effet sur la santé, qui montrait que quand on fait des mélanges, dans 47% des études qui ont étudié ces mélanges, on avait un effet additif, et dans un tiers des cas, environ un gros tiers des cas, on voyait un effet cocktail. Même chose sur la deuxième étude qui date de 2021, qui a recensé 1220 études d'écotoxicologie, donc cette fois-ci d'impact sur le milieu naturel, et qui a mis en avant dans ces études, pour un quart d'entre elles, que des mélanges avaient un effet antagoniste, un quart un effet additif, et environ un quart un effet cocktail. Donc, dit autrement, cet effet cocktail, ce n'est pas une légende. Et juste un mot de plus dessus, la science souvent étudie au mieux des mélanges de 2, voire 3 substances. On verra tout à l'heure que dans notre environnement, en réalité, c'est bien plus de substances que ça qui sont présentes. Et dit autrement, ces effets-là, aujourd'hui, c'est une réalité, et du coup, il faut en être conscient. Ces effets cumulatifs potentiels, voire effets cocktail de synergie potentielle de l'ensemble de panels qu'on retrouve dans notre environnement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, ou en tout cas très, très mal connu. Donc, merci. Pour revenir sur notre notion de pesticides, ce qui est très important, c'est qu'il faut que ça soit clair pour tous que pour l'instant, parce qu'on a une directive européenne, la directive Sud, ces pesticides regroupent 2 familles de produits. La première famille, c'est les phytopharmaceutiques qui sont utilisés dans le cadre de lutte contre les pathogènes aux végétaux. Et la deuxième famille sont les produits dits biocides, qui participent à l'élimination des nuisibles, tout ce qui est néfaste à l'activité humaine dans son ensemble. Ça va être, je sais pas, les rongeurs, les puces, voilà. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que ces 2 familles réglementaires vont contenir un certain nombre de substances. Les phytos, on a à peu près 400 substances autorisées, et en biocide, on a 1000. Et certaines vont être autorisées en phyto et non autorisées en biocide. Pardon. D'autres vont être interdites en tant que substances actives phyto, mais encore autorisées biocide. Et enfin, on a des substances qui se trouvent dans les deux familles. Voilà. C'est important à conserver à l'esprit pour ensuite comprendre et analyser les situations qu'on va retrouver sur le terrain. Alors, il existe des études qui ont été menées, en particulier sur les pesticides à domicile, l'étude PestiHome, où on voit que la très grande majorité des ménages utilisent des pesticides presque dans leur quotidien, puisque 75% d'entre eux en ont utilisé dans les 12 derniers mois, ne serait-ce que, par exemple, si on prend de l'eau de Javel, eh bien, c'est un pesticide qu'on a pratiquement tous chez nous. Alors, ces pesticides, vous l'aurez compris, ont des usages très, très, très divers. Le plus connu, c'est la protection des cultures. En tout cas, c'est celui qui vient à l'esprit immédiatement. Mais aussi, il faut comprendre que de très nombreux acteurs vont les utiliser. On a pris comme exemple le désherbage des voiries. Alors, je pense que la SNCF, maintenant, à partir de cette année, va changer de matériel et va avoir des locomotives peut-être plus performantes, envoyer moins de produits, on verra. L'entretien des espaces verts, bien évidemment, a relevé de l'usage de pesticides jusqu'à l'arrivée de la loi Labbé et maintenant son extension aux particuliers. Attention, on a encore une dérogation pour les terrains de sport qui va durer, je pense, encore pour mémoire 2 ans.
Mais vous avez compris, ces pesticides comprennent des biocides. Alors là, il y a un exemple, traitement des toitures. Les antimousses, les antifongiques sont aussi des produits pesticides, ainsi que certains produits qui vont rentrer dans les process industriels. Et de fait, l'ensemble de ces éléments, diapo suivante. Ah, Florence, tu n'as plus de son. Ah pardon, excusez-moi. L'un des usages dont je disais le plus connu, ce qui vient le plus à l'esprit, c'est la protection des cultures, parce que là, on a des quantités connues, on a une déclaration, on a des volumes, l'UIPP fournissait pendant de nombreuses années des tableaux de consommation européenne et par État membre. Sachant qu'il faut aussi penser qu'on n'a pas vraiment de quantification, en tout cas pas aussi net, aussi précis concernant les produits biocides. Donc, une idée qu'il faut conserver aussi à l'esprit toujours lorsqu'on parle de produits. En fait, ces produits, ils sont composés d'eau, de substances actives, de coformulants, d'adjuvants. C'est-à-dire que dans le bidon, on a une multitude de substances et on n'a pas que la substance active que l'on connaît ou pour lesquelles on va trouver facilement des informations, mais il faut aussi penser aux coformulants et autres produits qui vont être présents et qui peuvent aussi se trouver disséminés par la suite. Donc, c'est cet ensemble-là qui va se retrouver dans le pulvérisateur pour les produits phytosanitaires qui seront ensuite épandus sur les surfaces agricoles. Alors, les interactions avec l'environnement sont complexes. Tout le monde connaît ce schéma, plus ou moins. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour faire comprendre qu'effectivement, la substance active, lorsqu'elle est épandue ou utilisée même chez un industriel, risque de se retrouver dans l'environnement, mais dans toutes les phases de l'environnement, dans le sol, l'air, l'eau, jusqu'aux chaînes alimentaires et jusqu'aux animaux, parce qu'avec un ensemble de réactions et d'interactions très, très, très complexes qui peuvent prendre beaucoup de temps ou être très, très rapides, qui rend le suivi de ces molécules, de fait, assez difficile aussi pour nous. Alors, où trouver l'information qui nous semble indispensable à connaître? Les bases de données qui nous semblent indispensables à connaître. Bon, la première, la base de données sur de la Commission européenne. Alors là, la Pesticide Database concerne les produits phytopharmaceutiques. En France, alors j'ai oublié de mettre l'ANSES, bien sûr, IFI-ANSES, et puis bien évidemment la base de données Agritox tenue par l'ANSES. Alors ça, ce sont les données sur les molécules, les substances actives phytosanitaires. Une base extrêmement importante à connaître, c'est PPDB. Alors, c'est une base qui fournit les caractéristiques des molécules qui sont contenues, les informations qui sont contenues dans les dossiers d'homologation déposés au niveau européen. Alors, c'est toujours pour les produits phytosanitaires. Ensuite, vous avez une base de données qui peut être intéressante lorsqu'on cherche à connaître des informations, en particulier des effets de certaines substances sur l'environnement. C'est la base de données SAGE pesticides canadienne. Et puis, pour ce qui concerne les biocides, attention, le site SIMBAD est fermé. L'ANSES a ouvert un nouveau site qui s'appelle eBiocide. Et si jamais vous avez à chercher un biocide sur les biocides, attention aussi, pour peu qu'il ait été interdit ou qu'il ne soit plus mis sur le marché, il faudra bien penser à décocher une case sur la première page lorsqu'on cherche des produits. Voilà. Donc, après cette introduction sur qu'est-ce qu'un pesticide de manière très généraliste, nous, on a souhaité un petit peu illustrer avec ce qu'on trouve à l'échelle de la Vilaine les différents comportements des molécules. Et notamment, on parlera d'un certain nombre de métabolites de pesticides, c'est-à-dire de produits de dégradation dans l'environnement de ces substances qui défraient l'actualité régulièrement depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, en essayant de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent leur mécanisme de transfert et donc qui peuvent justifier de leur présence massive dans l'environnement. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc,
Pour illustrer ce qu'on trouve sur la Vilaine, on est parti d'un jeu de données qui couvre le bassin de la Vilaine. Donc, le bassin de la Vilaine, c'est un peu plus de 10 000 km². On a exploité le jeu de données qui était disponible, qui sont des données publiques, disponibles dans la base nationale NAIAD, qu'on a complété auprès de données recueillies par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, par le réseau régional porté par l'ADREAL, le réseau Corpep, ainsi que les données de Loire-Bretagne qui n'étaient pas disponibles à l'époque, qu'on avait intégrées à la main en parallèle. Et on a traité les données sur la période 2018-2021. Donc, sur nos 10 000 km², on a pu exploiter les données en 187 points différents. Et au total, alors pas sur tous les points, mais en total, c'est 704 substances différentes, que ce soit des pesticides ou leurs métabolites qui ont été recherchés, et environ 1 500 000 analyses sur la période. Et donc, on a traité tout ça pour essayer d'en faire la synthèse avec quelques éléments clés. Donc, par exemple, sur cette période-là, on a fait un focus sur l'année 2020, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre année. Et sur l'année 2020, c'est jusqu'à 84 substances différentes qui ont été quantifiées sur un même point. Donc, je vous rappelle tout à l'heure ce qu'on a dit sur l'effet cocktail. L'effet cocktail, ça existe. Et aujourd'hui, au-delà de 2 ou 3 substances mélangées, on ne sait pas en dire grand-chose. En tout cas, a priori, par des modèles qui se basent simplement sur la présence de telle ou telle molécule. Donc, tout ça pour dire que sur ces sujets-là, tant en enjeu sanitaire, quand on retrouve une partie de ce panel-là dans nos eaux potables, qu'en enjeu écotoxicologique pour les milieux aquatiques, on est loin de tout savoir. Et juste une parenthèse d'ailleurs, sur l'eau potable, ayons tous en tête que les process de traitement n'abattent jamais 100% des molécules. Et donc, même si dans nos résultats d'analyse, on ne voit pas les 84 substances qui étaient dans les eaux brutes, si on part d'un point qu'avec 84 substances pour faire de l'eau potable, néanmoins, si vous poussez à l'infini, vous aurez toujours des traces de ces substances-là. Ça, c'est une certitude. Après, ce n'est pas parce qu'on a des traces qu'on a un enjeu sanitaire, mais on aura toujours des traces. Donc, il y a une imprégnation globale, et cette imprégnation, elle s'explique parce qu'on utilise ces substances-là. Florence en a parlé tout à l'heure, il y a plein d'usages, et notamment, il y a l'usage phytosanitaire. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais on vous a mis, pour que vous puissiez les retrouver dans le support après, pour les principales cultures qu'il y a sur le territoire, les principales grandes cultures, donc le blé, le maïs et le colza. On vous a mis les calendriers avec les différents traitements qui sont généralement mis en place chaque année. Donc on voit que les traitements sont divers et variés, tant en termes de désherbage que d'insecticides et autres effets souhaités, quoi. Les tableaux que vous voyez après, je vais vous en présenter une série, je ne vais pas les détailler tous un par un, mais ils font le bilan 2 mois par 2 mois, donc là c'est sur janvier-février, après on regardera mars-avril, etc., etc. Des substances qui ont été détectées sur le bassin de la Vilaine. Donc comment lire ces graphiques-là? Les zones grisées, pour la molécule prosulfocarbe, on a eu 296 analyses où la molécule n'a pas été quantifiée. On n'a pas mis sa présence en avant. On en a eu 105 sur lesquelles la molécule a été quantifiée sans dépasser le seuil de l'eau potable de 0,1 microgramme par litre. Et puis, on en a eu, alors je n'ai pas le chiffre exact là, mais vraisemblablement une petite dizaine, où on a quantifié la molécule dans les cours d'eau, j'insiste, au-delà de 0,1 microgramme par litre. Et donc, en janvier-février, on voit qu'on détecte relativement peu de choses, et ce sont massivement des herbicides, des céréales à paille, du blé et de l'orge, donc le prosulfocarbe, le chlortoluron, dicloprop, P et le thiafluamide, plus le glyphosate qui est un peu plus généraliste en préparation des cultures. On a fait le même travail pour tous les mois, donc mars-avril, on retrouve un petit peu la même chose, un petit peu le même profil, avec le glyphosate qui monte en puissance, on va dire, dans les taux de quantification. Sans doute à mettre en lien notamment avec les destructions de prairies, les préparations de semis de maïs. En mai-juin, là, on voit que les taux de quantification augmentent
de manière très importante, et notamment la proportion de détection au-dessus du 0,1 microgramme par litre. Et cette fois-ci, ce qu'on voit en force, ce sont les herbicides du maïs, notamment le métolachlore, diméthénamide, mésotrione, nicosulfuron. Quand on passe en juillet-août, on voit encore ces désherbants du maïs en force, même si ce n'est pas forcément les mêmes, mais les niveaux diminuent un petit peu. Septembre-octobre, on retrouve plutôt des herbicides du colza, du blé, voire le triclopyr qui est là pour le débroussaillage de tout ce qui va être en bord de champ, les haies, etc., les clôtures. Puis en novembre-décembre, on retrouve nos herbicides du blé, on retrouve aussi les antilimaces, le méthaldéhyde, notamment sur le colza, et toujours notre glyphosate. Donc, par rapport à ce constat, je fais le lien avec le calendrier de culture qu'on vous a présenté tout à l'heure. On voit qu'il y a une certaine saisonnalité des détections, et cette saisonnalité, elle correspond grosso modo aux pratiques culturales. Et ça, on peut l'expliquer avec l'exemple du métolachlore, avec de manière assez synthétique. Donc, vous avez schématisé ici une parcelle agricole avec sa zone non saturée et sa zone saturée. Les zones non saturées du sol, la nappe phréatique qui s'écoule sur un substrat imperméable et qui est drainée par les cours d'eau. On a schématisé une bande enherbée qui est là pour retenir une partie des transferts et des pollutions diffuses. Et donc, pour le S-métolachlore, c'est un herbicide qui est utilisé en pré ou en post-levée sur le maïs dans les stades précoces. Donc, en général, mi-avril, il y a le début des levées du maïs, et puis on fait les traitements du métolachlore. Au métolachlore, le but du métolachlore, c'est d'enlever les adventices, et c'est un herbicide qui a pour mode de transfert qui a une action racinaire. Donc, le métolachlore est mis dans les parcelles, et il est mis en période de pluie d'intensité quand même significative pour être entraîné dans les premiers centimètres du sol et être absorbé par les racines des mauvaises herbes pour venir les détruire. Donc, on comprend que le but de cette molécule, c'est donc de retenir, d'arriver dans ces premiers centimètres du sol. Et lorsque surviennent les premières pluies après les applications, ce qu'il peut y avoir, c'est des phénomènes de ruissellement et d'érosion, avec entraînement de la terre, des molécules qui peuvent être à la surface ou proche de la surface. Une partie est retenue par les bandes enherbées, mais comme tout dispositif, on n'a jamais 100% d'efficacité. Une partie du ruissellement va rejoindre les cours d'eau. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi, suite aux premières pluies significatives après l'application de la molécule, mais ça vaut pour pratiquement toutes les molécules qu'on a détaillées tout à l'heure, on retrouve dans les cours d'eau la présence de ces molécules. Et donc, on comprend bien qu'un enjeu majeur pour limiter les transferts de ces molécules, ça va être de les garder dans les parcelles agricoles, notamment en luttant contre tout ce qui est phénomène de ruissellement. Donc, c'est ce qu'on fait depuis des années avec les politiques bocagères, notamment de reconstitution du bocage, par exemple, et toutes ces politiques qu'on a pu mettre en œuvre. C'est ce qu'on fait aussi dans les diagnostics des parcelles à risque, les DPR2. On va chercher les chemins de l'eau pour voir les transferts directs. Et donc là, vous me direz, on est rassuré, on a quand même un moyen relativement simple de lutte. Pourtant, quand on fait le bilan non plus sur les molécules mères, mais sur les métabolites de pesticides, les fameux produits de dégradation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le même principe de graphique qu'on voit tout à l'heure. Et là, on voit un diagnostic qui est tout autre. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, je vais vous lire juste les molécules: métolachlore-ESA, métazachlore-ESA, métolachlore-oxa, métolachlore-NOA, ASDM, qui est un métabolite du nicosulfuron, donc un herbicide du maïs qui n'est pas appliqué en janvier-février. Mars-avril, métolachlore-ESA, métazachlore-ESA, on retrouve les mêmes en tête. AMPA, là c'est un petit peu plus compliqué, métabolite du glyphosate qui peut avoir plusieurs origines. Métolachlore-NOA, métolachlore-oxa, qu'on retrouvait en janvier-février. C'est à peu près le même panel de molécules qu'on retrouve en mai-juin, en juillet-août, en septembre-octobre, en novembre-décembre. Donc, notamment, nos métabolites du métolachlore et du métazachlore-ESA, c'est des métabolites qui sont dans le top 5 des données détectées toute l'année.
L'AMPA a un comportement un petit peu différent et on verra après. C'est une molécule qui va plus réagir comme celle que je vous ai présentée, comme les molécules mères. Par contre, pour les autres, on peut s'interroger sur le pourquoi on les retrouve autant dans l'environnement toute l'année. Et ça, il y a des explications qui sont assez simples. Donc, on va continuer avec notre exemple du métolachlore ESA. Mais je dirais, pour tous les métabolites qui ont défrayé la chronique sur la période récente pour leur impact sur l'eau potable, on va retrouver le même phénomène. Donc, notre métolachlore, quand il est dans les sols, vous vous souvenez tout à l'heure, on l'a laissé, il a vocation à rejoindre les premiers centimètres du sol, mais il ne reste pas inerte en réalité. Sous l'action des bactéries qui sont dans le sol, il est dégradé, métabolisé en plusieurs substances, dont le métolachlore ESA, mais c'est un exemple parmi une bonne dizaine de métabolites différents. Et donc, schématiquement, mes petits points rouges deviennent des points violets. Et puis, le métolachlore ESA, il a des propriétés physico-chimiques très différentes de celles de la molécule mère. La molécule mère, elle a plutôt de l'affinité pour la matière organique, elle va rester fixée sur la Terre, pour dire simplement. Les métabolites du type métolachlore ESA, ce sont des molécules qui sont très solubles dans l'eau, qui n'ont aucune affinité pour la matière organique, qui se comportent de manière schématique. L'exemple que je prends toujours, c'est vous imaginez, vous mettez du gros sel dans le sol, et puis en automne, quand il y a la pluviométrie efficace, il y a de l'infiltration, et puis vous venez lessiver votre gros sel. Votre gros sel, qu'est-ce qui se passe? Il passe en solution dans l'eau, et une fois qu'il est en solution dans l'eau, bon courage pour le sortir. Si vous voulez récupérer votre gros sel, il faut que vous évaporiez l'eau, vous n'avez pas 50 solutions, ou il faut que vous le traitiez avec de l'osmose inverse ou des choses comme ça, donc des procédés très très complexes. Sinon, vous n'arrivez pas à le sortir de la solution. Et ce métolachlore ESA, il vient contaminer les nappes qui alimentent toute l'année les cours d'eau. Et donc, toute l'année, notre métolachlore ESA va être présent dans nos cours d'eau, dans notre environnement. Il est présent dans notre cours d'eau et on a un stock dans les sols. J'insiste sur ce point-là. Ça veut dire que si demain je ne mets plus de métolachlore, j'en ai pour une paire d'années avant de voir zéro dans mes cours d'eau. Le temps d'épuiser ce qu'il y a dans les nappes, d'épuiser ce qu'il y a dans les sols, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et on a pris l'exemple du métolachlore, mais ça vaut pour de nombreux pesticides, puisque tous ont la propriété de générer des métabolites. Plus ils sont biodégradables, plus ils ont vocation à être transformés en d'autres produits en réalité. Et donc là, un premier élément qu'on peut tirer par rapport à ça, c'est on ne va pas éliminer le lessivage, on a besoin de recharger nos nappes, on a besoin de recharger nos zones humides. Donc le fait de lutter contre le ruissellement, contre l'érosion, autant ça aura de l'effet sur les transferts de molécules mères, autant l'effet sera marginal sur le transfert de ces substances-là. De la même façon, le fait de se dire je travaille sur une zone localisée, sur les périmètres rapprochés d'un captage ou sur une sous-zone géographique, ça n'aura qu'un effet limité puisque même si vous êtes sur des têtes de versants, le transfert, il se fera, c'est simplement une histoire de temps de transfert qui sera différent avant d'atteindre votre ressource en eau potable ou votre cours d'eau. Mais dans tous les cas, le transfert se fera. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont hyper importants pour bien comprendre les enjeux sur ces molécules. Et donc, si on décide demain de ne pas les retrouver dans l'environnement, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle, il y en a une seule, c'est de ne pas mettre la molécule. Ou en tout cas la mettre en quantité bien inférieure à celle qui est mise aujourd'hui. Donc, si je résume un peu par rapport à ces bilans de détection, on a vu les pesticides sont présents sur tout le bassin de la Vilaine. Il y a une grande diversité de molécules, plus de 80 molécules détectées sur un point. Les substances actives, en général, on les détecte uniquement dans les semaines qui suivent leur application. Et puis, on a un certain nombre de métabolites. Alors, j'ai mis les métabolites de pesticides, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains métabolites de pesticides sont détectés toute l'année parce qu'ils ont des modes de transfert et des comportements dans l'environnement qui sont différents des molécules mères. Ils sont beaucoup plus mobiles, ils ont cette capacité à se stocker dans les sols et à venir contaminer ensuite les eaux souterraines, puis les milieux. Donc là-dessus, vous allez me dire, bah ouais, comment trouver l'info et où est-ce qu'on le sait? Enfin, on est un peu pris au dépourvu. Et en fait, pour les substances qui sont phytosanitaires,
qui sont classés phytosanitaires, en réalité, les métabolites à problème, ils sont déjà connus pour la plupart. Au moment des autorisations de mise sur le marché des pesticides, il y a des dossiers qui sont déposés pour obtenir les autorisations de mise sur le marché, notamment auprès de l'organisme européen, l'EFSA. Et dans ces dossiers-là, on y trouve un tas d'infos, et notamment des infos sur la mobilité dans les nappes souterraines des pesticides. Donc là, j'ai pris l'exemple simplement de ce qui est disponible sur le métolachlore. Et puis, j'ai fait un focus, mais si vous tapez sur l'EFSA S-métolachlore, vous retombez sur le document, vous allez voir qu'il y a quelques dizaines de métabolites en réalité qui sont concernés. Et puis, pour chaque métabolite, ainsi que pour la molécule mère, il y a des modélisations qui sont faites qui disent si, à partir d'un mètre de profondeur, donc au-delà des zones exploitées par les cultures, on est susceptible de retrouver plus de 0,1 microgramme par litre de tel ou tel métabolite dans le sol. Et vous voyez que sur cet exemple-là, le métolachlore ESA, ce n'est pas un scoop parce que d'après les modèles, il y en avait entre 7 et 148, excusez du peu, microgrammes par litre dans les eaux souterraines. Donc, le fait que la molécule soit hypermobile, je dirais, aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, quoi. Et ces éléments-là, sur simplement quelques éléments pour vous donner des clés de compréhension, pour un indicateur de la mobilité de ces molécules, c'est ce qu'on appelle le KOC, donc coefficient de partage entre la fraction du carbone organique de l'eau et dans les sols. Pour schématiser un petit peu, c'est le rapport qui va vous dire si, quand vous mettez une molécule dans l'environnement, elle va avoir tendance à se fixer sur les particules du sol, sur les argiles, sur le carbone organique, etc., ou si elle va avoir tendance, au contraire, à se mettre dans la fraction aqueuse, à être mobile. Et souvent, cet indicateur-là, on l'exprime aussi sous forme logarithmique. En gros, quand on a un log de KOC qui est supérieur à 3, on a une substance qui aime bien la matière organique, elle va être relativement peu mobile a priori. Si jamais on a ce log qui est inférieur à 3, alors la substance va être plutôt mobile. En échelle non log, vous avez extrait de l'EFSA les classements qui sont proposés, vous voyez, pour le KOC, de très mobile à immobile. Et donc, si on prend l'exemple du métolachlore, la molécule mère, le S-métolachlore, son KOC, c'est 1000 et quelques. On est dans la catégorie de low mobility, faiblement mobile dans les sols. Le métolachlore ESA, son KOC, c'est 195. Méfiez-vous des échelles log, il y a un gros écart entre 2 et 3. Elle est moyennement mobile dans les sols. Donc, vous voyez, moyennement mobile, pour autant, on la retrouve déjà quand même pas mal. Ce n'est pas un indicateur qui est l'indicateur absolu, mais ça donne déjà une idée de la mobilité des pesticides. Et alors là, je reprends une vieille étude qui date de 2004, mais qui disait déjà tout sur cet enjeu des pesticides. Je ne vais pas vous la détailler, cette étude-là, vous avez le lien pour ceux qui voudraient aller la voir, le lien dans la publi. Sur le graphique que vous avez là, sont figurés une comparaison entre des indicateurs de toxicité, donc c'est les indicateurs les plus basiques qui soient, la DL50, ce qui va tuer 50% par exemple des daphnies, la concentration qui va tuer 50% des daphnies. Plus cette dose est faible, plus votre molécule est toxique. Et sur le graphique sont comparées la toxicité de la molécule mère et des métabolites qui avaient été étudiés à l'époque en 2004. Si vous êtes au-dessus de la ligne noire que vous voyez là, c'est que les produits de dégradation sont plutôt moins toxiques que la molécule mère. Donc on est content, c'est quand même la majorité des molécules. Sauf que quand vous êtes en dessous, là c'est l'inverse. Quand vous êtes sous la ligne noire, la molécule est plus toxique. Quand vous êtes sous la ligne verte, le métabolite donc, est 10 fois plus toxique que la molécule mère. Et quand vous êtes sous la ligne violette, le métabolite est 100 fois plus toxique. Donc, dit autrement, pour un certain nombre de métabolites, il y a un vrai phénomène de toxicité qui existe. C'est pas simplement, on n'étudie pas les métabolites pour se faire plaisir, quoi. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus.
Cette publication, elle disait d'autres choses. Donc, je ne vais pas vous la détailler en long, en large et en travers. Puis, depuis, on a beaucoup progressé sur les connaissances. Mais déjà, à l'époque, elle cernait un certain nombre d'enjeux. Elle disait les métabolites de pesticides, c'est des substances qui sont mal connues et qu'on connaît de mieux en mieux. Néanmoins, il va y avoir du boulot pour connaître leur toxicité et leur écotoxicité. Et là, on est encore complètement d'actualité sur ce sujet-là. Et on va s'apercevoir qu'il y en a beaucoup. Je vous le dis de manière un peu simple. Ceux qui sont curieux iront voir la publi. Elle n'apporte pas beaucoup de réponses. Encore une fois, 20 ans après, on a quand même beaucoup progressé sur les connaissances. Mais elle pose les fondamentaux des problèmes. Et ce problème-là, vous connaissez l'actualité. Enfin, si vous êtes présent, c'est que vous intervenez de près ou de loin sur le domaine de l'eau. C'est un phénomène qui a des conséquences sur l'eau potable. Donc, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais on va rappeler, parce que ça fait des fois débat, il y a eu une expertise collective de l'INSERM en 2021 qui dit qu'il y a des liens entre exposition de la population en premier lieu en milieu professionnel et troubles de la santé. Néanmoins, elle dit aussi, selon l'état des connaissances actuellement disponibles, c'est de la science, la vérité d'un jour est vrai jusqu'à preuve du contraire. Selon les connaissances actuellement disponibles, il n'y a pas de risque identifié associé aux contaminations d'eau ou d'aliments pour la santé humaine. Donc j'insiste sur ce point-là parce qu'on a des fois aussi un peu le discours alarmiste. Je vous ai dit tout à l'heure, on connaît mal l'effet cocktail, etc. Aujourd'hui, scientifiquement parlant, on ne sait pas prouver l'effet des contaminations d'eau et des aliments sur la santé humaine. Néanmoins, vous avez bien compris dans mes propos, il y a un besoin urgent d'acquisition de données, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM, pour avoir une évaluation des risques appropriés. Et ce risque, ce manque de connaissances, il est encore plus important dans le cas de mélange de pesticides présents dans l'alimentation et présent aussi dans les pratiques des professionnels agricoles. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais simplement le message à retenir, c'est il y a des enjeux des pesticides sur la santé. Pour autant, aujourd'hui, on ne s'est pas prouvé que l'eau est à l'origine directement de ses effets sur la santé, mais on est loin de tout connaître. Et donc ça, concrètement, quand c'est mis en œuvre par les agences régionales de santé, il y a un certain nombre de règles qui découlent de ces connaissances-là. Quand on est en présence d'un métabolite de pesticides, donc déjà, il y a deux choses possibles. Soit ce métabolite, il est pertinent, soit il est non pertinent. Je vais commencer par le volet non pertinent. Quand il est non pertinent, c'est parce qu'on a, en l'état des connaissances, les éléments qui nous laissent penser qu'il n'y a pas un enjeu sanitaire majeur avec cette substance-là. Dans ce cas-là, on ne parle plus de limite de qualité. Un métabolite non pertinent, comme c'est le cas aujourd'hui du métolachlor-ESA, ne peut plus vous mettre une eau non conforme d'un point de vue réglementaire. Néanmoins, il y a quand même des valeurs guides sanitaires qui attestent, on va dire, enfin, qui doivent être vérifiées par principe de précaution, on va dire, là encore, pour des valeurs à ne pas dépasser, pour ne pas aller vers des restrictions d'eau. On s'assure quand même de la santé des populations. Après, quand on a un métabolite, ce métabolite, s'il n'est pas non pertinent, il est pertinent. Et cette phrase-là, j'insiste sur la façon dont je l'ai prononcée, parce qu'il y a les métabolites qui sont pertinents parce qu'ils ont été étudiés par la science, puis par l'ANSES, et qui expliquent qu'en l'état des connaissances, il y a un enjeu potentiel sanitaire. Et il y a les métabolites qui sont pertinents, soit parce qu'ils n'ont pas encore été étudiés, soit parce qu'ils ont été étudiés, mais qu'il y a des carences dans les études de santé qui ne permettent pas de dire attention, cette substance n'est pas dangereuse. Et donc, dans ce cas-là, le principe de précaution prévaut et le métabolite est classé pertinent. Et donc, un métabolite pertinent, on a une limite de qualité qui, de fait, est un seuil administratif, je dirais, qui est le même pour toute substance, quel que soit leur niveau de toxicité, qui est de 0,1 microgramme par litre. Alors, l'histoire de ce 0,1, vous le savez peut-être,
historiquement, il a été fixé par le législateur parce que la philosophie, c'était de dire, à l'époque, on connaissait très peu les pesticides, on savait en analyser peut-être une dizaine, on savait analyser à peu près aucun métabolite, et on savait les analyser à peu près jusqu'à 0,1 microgramme par litre. Et le législateur, il s'est dit, bah, faut pas qu'on ait de présence de substances dans notre eau, donc on va dire qu'on ne doit pas les détecter et donc pas atteindre le seuil de 0,1 microgramme par litre. Voilà l'origine de ce seuil-là. Ensuite, on a d'autres seuils réglementaires qui sont la Vmax, donc la valeur sanitaire à ne pas dépasser, je vais y revenir après, qui est la valeur jusqu'à laquelle, normalement, vous pouvez boire une eau toute votre vie sans avoir de risque significatif en plus sur la santé. Et il existe des valeurs sanitaires transitoires prévues par le législateur pour tous les métabolites sur lesquels on n'a pas encore pu étudier la Vmax au niveau national, qui sont reprises de l'équivalent des Vmax allemandes, qui ont des méthodes un petit peu différentes de celles de l'ANSES. Donc, la valeur sanitaire maximale, j'ai repris la définition du site de l'ANSES. La consommation pendant la vie entière d'une eau contenant un pesticide à une concentration inférieure ou égale à la Vmax n'entraîne pas, sur la base des critères toxicologiques retenus et en l'état actuel des connaissances, vous voyez toujours cette fameuse phrase dans ce qu'on sait aujourd'hui, n'entraîne aucun effet néfaste pour la santé. Donc, c'est fixé par l'ANSES sur la base des connaissances scientifiques en vigueur. Donc là, simplement, pour ceux qui n'auraient pas suivi ça, ça nous a valu quelques péripéties en tant que producteur d'eau sur le métolachlor-ESA. Le métolachlor-ESA qui est présent partout, il a été déclaré métabolite pertinent initialement, puis 2 ans après, enfin, ou quelques années après, je vais vous donner le chiffre que je n'ai pas en tête, en septembre 2022, l'ANSES le déclarait non pertinent, donc il ne pouvait plus rendre une eau non conforme. Puis ensuite, reste toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ce métabolite et de la molécule mère, parce que c'est non pertinent, mais dans l'attente de l'examen au niveau européen du caractère potentiel de perturbateur endocrinien de la molécule mère. Et ça, pour ceux qui, comme nous, sont producteurs d'eau potable, c'est une vraie difficulté dans le sens où à faire comprendre à nos concitoyens, à nos consommateurs d'eau, le fait qu'un jour l'eau est non conforme, mais le lendemain elle redevient conforme parce qu'en fait la molécule n'est pas dangereuse. Si un jour potentiellement elle redevient dangereuse après, on rame un peu quand même. Mais bon, c'est un état de fait. Hein. Donc, sur l'histoire du métolachlore, le métolachlore, il est suivi dans le contrôle sanitaire de l'eau potable seulement depuis 2021. Et en 2021, on a vu une multiplication de la non-conformité de l'eau apparaître, avec des coûts et des difficultés techniques pour traiter l'eau. Ceux qui étaient équipés de traitements, par exemple au charbon actif, devaient booster leur traitement au charbon actif. À l'époque, on n'avait pas d'enjeu sanitaire avéré. Pour le métolachlor-ESA, le seuil qui déclare une eau non conforme à l'époque, quand il était métabolite pertinent, c'était 0,1 microgramme par litre. La valeur, le Vmax, la valeur sanitaire jusqu'à laquelle il n'y a pas d'enjeu, c'est 510 microgrammes par litre, donc 5000 fois plus. Cette liste de molécules de métabolites, elle va augmenter dans le futur. Aujourd'hui, dans ceux qui sont les mieux connus, c'est les substances, c'est majoritairement des métabolites d'herbicides du maïs et notamment du métolachlore. En Bretagne, hein, j'insiste, dans le nord de la France, ils sont embêtés avec le chloridazone, qui est un métabolite des substances betteravières, enfin, qui est appliqué sur les betteraves. Un chiffre qui date de 2021, à l'époque, au pire du pic sur le métolachlore, on avait 31% des unités d'eau potable qui étaient non conformes sur le 35, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Et on voyait sur d'autres secteurs d'autres molécules apparaître, par exemple l'ASDM, un métabolite d'un autre herbicide du maïs qui est le nicosulfuron. Et ce qu'on avait constaté à l'époque, c'était substituer une molécule à une autre, ça revenait souvent à déplacer le problème. Donc ça, si je reparle, vous ne l'avez pas sous forme de diapo, mais si on regarde le désherbage du maïs, par exemple, on a eu l'atrazine qui a été interdite en 2003, qui a été à l'origine, lui, et la molécule mère, mais aussi ses métabolites de déclassement sur l'eau potable. Puis on a remplacé cela par l'alachlore et le métolachlore jusqu'en 2003, puis par le S-métolachlore, qui pourrait finalement être interdit, en tout cas sur le maïs,
à compter de fin 2023. Sauf à ce qu'il y ait un changement de réglementation d'ici là. Puis demain, ça sera le terbutylazine peut-être. J'ai parlé tout à l'heure du nicosulfuron, du diméthénamide P. C'est un petit peu la course à l'échalote pour savoir quelle molécule remplacera telle autre. Et on enchaîne beaucoup. Donc, le métolachlor-ESA, c'est une molécule qui a beaucoup fait parler d'elle. Ce que vous voyez là, c'est un rapport national qui est produit tous les ans par le ministère de la Santé. Donc là, ça faisait le bilan des non-conformités en 2021. Ça a été publié en décembre 2022. Il y aura le nouveau en décembre 2023. Et vous voyez qu'en 2021, au niveau national, la molécule qui déclassait le plus d'unités de production et qui concernait le plus d'habitants, c'était le métolachlor-ESA, qui concernait quasiment 4 millions de personnes au niveau national qui ont eu une eau non conforme, au moins ponctuellement dans le temps, lié au métolachlor-ESA. Je parlais tout à l'heure du chloridazone sur la betterave, vous voyez que c'est le deuxième qui est aussi dont les métabolites sont aussi en quantité importante. On parlait de l'atrazine après. Et vous voyez les non-conformités sur les pesticides. Si vous regardez toutes les premières molécules de la liste, on a, hormis la bentazone, pour tout le reste, on est confronté à des métabolites de pesticides. Donc, cet enjeu métabolite, c'est quand même un enjeu qui est très fort pour l'eau potable, bien plus que les molécules mères. Pourquoi ? Parce que les molécules mères, souvent, elles ne restent pas en l'état dans l'environnement. Celles qui sont autorisées aujourd'hui sont très biodégradables, encore une fois. Et parce que les molécules mères, pour être autorisées, il faut qu'elles soient relativement peu mobiles dans l'environnement. Et par contre, à mesure qu'on connaît ces métabolites de pesticides, on les voit apparaître comme un problème. Donc, comme je disais, métolachlor-ESA, molécule numéro 1 aujourd'hui, mais il y a d'autres problèmes à venir potentiellement. Et par exemple, un qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines maintenant, qui est un métabolite du chlorothalonil qui répond aux 12 acronymes aujourd'hui de chlorothalonil R471811. En fait, tous les métabolites ont un code comme ça. Et donc, ce métabolite-là, il a commencé à être détecté par les Suisses, qui ont commencé à le rechercher en 2017. Et en fait, il s'avère qu'ils l'ont retrouvé partout, là où ils avaient de la grande culture. Ça, c'est une carte de la Suisse. Et les aplats de couleurs, au fond, c'est leur occupation des sols. Et j'insiste juste sur l'échelle par rapport à nos territoires, enfin nous, notamment sur la Vilaine. Le plus foncé, c'est quand il y a 20% de céréales rapportées à la surface du territoire. Pas à la surface agricole utile, mais à la surface totale du territoire. Et vous voyez, le vert clair, c'est 1%, vous êtes dans la montagne, quoi. Dans toute la zone où vous avez de la culture céréalière, vous retrouvez le métabolite de ce fongicide. Et ce fongicide-là, donc c'est un fongicide des céréales à paille, du blé. Quand il a été détecté, il a été interdit en Suisse. Et il a été interdit d'usage ensuite en France depuis mai 2020, notamment parce que la molécule mère est classée cancérigène. Et il a vocation à intégrer les contrôles sanitaires des ARS. Alors, pour l'instant, les labos ont du mal à le mesurer. Les laboratoires en charge du contrôle sanitaire en Bretagne ne sont pas accrédités pour rechercher cette molécule-là aujourd'hui. Les développements sont en cours. Et c'est une molécule, d'après les infos qu'on a, les discussions qu'on a pu avoir avec les divers labos, qui devrait intégrer le contrôle sanitaire vraisemblablement, mais je sais que l'ARS est dans l'auditoire, peut-être qu'ils ont plus d'infos que nous là-dessus, fin d'année 2023 ou début d'année 2024. Et ça, c'est une molécule qu'on va retrouver massivement sur tous nos bassins, il ne faut pas rêver, et dans les premières infos dont on dispose, c'est une molécule qui est hyper dure à traiter par les charbons actifs qui équipent nos usines aujourd'hui, et sur lesquels les rendements ne sont pas bons, vraiment pas bons. Donc en gros, c'est une molécule qui va nous engendrer, nous producteurs d'eau potable, un certain nombre de soucis et de cheveux blancs dans les mois qui viennent, je pense. Il y a eu une étude prospective de l'ANSES, donc c'est sur cette base-là que les médias ont communiqué sur la molécule, qui mettait en avant en France sur la période récente là, que cette molécule, elle dépasserait les limites de qualité de 0,1 microgramme par litre dans un captage sur 3. Nous, on a fait des analyses en tant que producteurs d'eau potable, là aussi, au niveau de la Vilaine vers notre prise d'eau. On a quasiment 1 an de données dans les eaux brutes et
le niveau de contamination qu'on retrouve, c'est de l'ordre de 0,3 microgrammes par litre. Donc on est un peu inquiet, on a encore des doutes sur les niveaux d'efficacité du traitement, parce qu'il y a des difficultés analytiques en présence d'eau chlorée. Donc on a encore des doutes sur les rendements précis de notre installation, mais on a des craintes, quoi, clairement. Et donc, pour résumer les propos sur les métabolites, vous voyez, j'ai dessiné un joli iceberg. On a une connaissance qui est encore aujourd'hui très incomplète, mais qui progresse. Le graphique que vous voyez là, c'est dans nos suivis à l'échelle des bassins versants, le nombre de métabolites qu'on cherchait chaque année en routine dans le cadre de nos missions. Donc on voit que jusqu'aux années 2000, c'est quelques substances, une, deux, trois substances. Et puis, depuis les années 2000, ça a commencé à monter. Et aujourd'hui, on est rendu pratiquement à une centaine de molécules recherchées en routine au niveau du bassin de la Vilaine. Et surtout, les développements des labos augmentent très très vite, croissent très vite. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait des problèmes parce qu'à côté de ça, je ne l'ai pas mis dans les diapos, mais l'ANSES, qui a des moyens relativement réduits, manque de temps pour analyser aussi vite que les labos progressent le caractère pertinent de ces métabolites, d'une part, et d'une deuxième part, manque souvent de données et de temps pour fixer des valeurs sanitaires maximales à ces substances. Et je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté principe de précaution, ça va nous engendrer quelques soucis aussi. Et simplement pour dire, donc on a une centaine aujourd'hui, et je vous ai montré tout à l'heure les extraits des dossiers soumis à l'EFSA par les producteurs des substances phytosanitaires. Le BRGM puis l'ANSES ont fait une compilation de ces dossiers-là, des fameux métabolites présents en quantité importante. Et simplement en regardant les phytosanitaires aujourd'hui autorisés, ils arrivaient au total de l'ordre de 1900 molécules métabolites de pesticides potentiellement présents en quantité importante dans nos eaux souterraines. Donc là, simplement, un mot pour se dire, est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce qu'il faut boire de l'eau en bouteille, etc. Donc, est-ce qu'on va tous mourir? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, en l'état des connaissances, les métabolites de pesticides ne nous tuent pas. Est-ce que l'eau en bouteille, c'est la solution ultime? Simplement, pour vous dire, il y a eu dans le passé, dans la presse, un certain nombre de publications qui montraient que dans les eaux réputées pures, on retrouve aussi des traces de molécules phytosanitaires. Rappelez-vous tout à l'heure les modes de transfert des métabolites les plus à problème dans leur imprégnation environnementale. Ce sont des métabolites sur lesquels il faut agir à l'échelle de l'ensemble des bassins versants. Et les producteurs d'eau embouteillée, ils sont comme les producteurs d'eau au réseau, quoi, hein. Ils ont des grands bassins versants et souvent, ils n'ont une maîtrise qu'une partie de ces bassins-là, quoi. Donc, non, malheureusement, la bouteille n'est pas la solution miracle non plus. Pour traiter ce problème, aujourd'hui, nous, on utilise, je dis nous, mais ça vaut pour la plupart des producteurs d'eau potable, on utilise principalement du charbon actif, qui est une sorte de charbon qui a été activé par traitement thermique ou chimique pour améliorer sa capacité à fixer des substances. On développe tout un réseau de micropores dedans qui lui donne une grande affinité pour la matière organique et pour les pesticides. Son efficacité et son coût, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend des molécules à traiter. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que certaines ont plus de capacité à se fixer sur le charbon que d'autres, sont plus faciles à traiter que d'autres. Ils rentrent aussi en concurrence avec les matières organiques présentes dans l'eau. Son efficacité, elle dépend de la concentration du charbon quand on est sur du charbon actif en poudre, mais surtout des molécules à traiter en face. Plus il y a de molécules en entrée d'un process de traitement, plus il y en aura en sortie qui n'auront pas été fixées. On n'a jamais un rendement de 100%. Et surtout, ces métabolites de pesticides, c'est souvent ceux qui sont polaires, ceux qui nous embêtent, hein. C'est souvent les plus difficiles à traiter. C'est aussi souvent les plus difficiles à analyser. Mais comme c'est les plus difficiles à traiter, si on veut les traiter, il faut déjà qu'on ait éliminé toutes les molécules qui sont en concurrence avec eux, notamment la matière organique, avant de les traiter.
Donc la maîtrise des pesticides et des métabolites de pesticides pour les producteurs d'eau potable, mais aussi pour tous les consommateurs que nous sommes, c'est un enjeu financier par rapport aux doses de charbon, au coût de leur traitement après. C'est un enjeu réglementaire, et y compris parce que demain, on a une norme sur l'eau potable qui nous dit on n'a pas le droit de produire d'eau brute si la somme des pesticides et des métabolites pertinents dépasse les 2 microgrammes par litre. Mais avec les progrès analytiques qu'on a, on recherche de plus en plus de substances. Ces métabolites, souvent, ils sont présents de toute façon à l'état de trace. Comment dire, on se pose des questions, nous, sur à un moment, est-ce qu'on pourra encore produire de l'eau potable réglementairement si on aligne les unes après les autres les substances, que ces substances-là sont toutes présentes à l'état de trace, un epsilon plus un epsilon plus un epsilon, au bout d'un moment, on va s'approcher des 2 microgrammes par litre, et ça risque de poser des questions pour un certain nombre de ressources, notamment pour ceux qui travaillent sur des eaux de surface, comme c'est le cas pour nous sur la Vilaine. Et donc, en conclusion sur ces pesticides et eau potable, on a vraiment un enjeu sur ces métabolites qui nous génèrent des non-conformités réglementaires. Ça nous impose des traitements poussés et coûteux. En l'état des connaissances, on n'a pas d'enjeu sanitaire avéré. Néanmoins, on a des métabolites qui sont encore très mal connus. Le principe de précaution risque de nous amener demain à fermer certains captages, certaines ressources d'eau souterraine notamment. On a certains effets sur la santé qui sont mal étudiés à ce jour, notamment pour tout ce qui est lié aux effets cocktails. Et voilà sur ce sujet, cette conclusion un peu globale sur l'eau potable. Et je vais laisser la parole à Sophie pour la conclusion plus globale sur toute cette intervention. Merci bien, Anthony, d'avoir dressé ce bilan qui n'est pas très réjouissant, mais qui montre bien que pour une protection durable des captages d'eau en Bretagne et plus largement en France, il faut vraiment essayer de suspendre l'usage des substances actives qui génèrent des métabolites et dont on ne connaît pas bien encore les risques pour la santé. On voit bien aussi que la substitution de molécules, c'est que repousser le problème, parce que les industries trouveront toujours d'autres molécules de substitution, donc ça c'est un problème. On sait aujourd'hui peut-être traiter effectivement, mais à terme, avec la capacité de quantifier de plus en plus de molécules qu'on recherche, on va peut-être arriver à des difficultés techniques à traiter cette eau, avec tous les problèmes financiers dont vous avez parlé sur le charbon actif, etc. On va avoir peut-être beaucoup de mal à respecter le fameux seuil de cumul des pesticides, effectivement. Donc, au-delà du prix de l'eau qui va certainement augmenter à moyen terme, puisque la hausse des matières premières comme le charbon actif va sûrement engendrer une augmentation du prix de l'eau, mais au-delà de ce prix, c'est se poser les bonnes questions. C'est que veut-on comme eau pour demain? Et effectivement, l'enjeu pesticide, il ne faut pas le négliger, et notamment l'enjeu autour des métabolites. Et voilà, il y a sûrement d'autres métabolites qui vont apparaître dans les années à venir. On a parlé du chlorothalonil tout à l'heure. D'ailleurs, quelqu'un dans le chat a fait part d'une erreur dans le titre et dans la légende, c'est pas le même métabolite dont il est question, mais bon. Oui, je pense qu'il y a une coquille, mais puisque c'est pareil, on va se focaliser beaucoup dans les mois qui viennent sur le 47, 18, 11. Oui. Mais effectivement, je pense que j'ai fait une coquille dans la diapo. Il y a d'autres métabolites, dont le 41, 78, 88. Alors de mémoire, je crois qu'il n'est pas préoccupant celui-là. Mais il est malgré tout présent aussi en quantité importante dans l'environnement. Il n'est pas pertinent, pardon, j'ai dit préoccupant, pertinent. Et je vois là une remarque, il est important de signaler que les métabolites non pertinents ne sont pas inclus dans la somme, tout à fait. Donc ça, c'est vrai pour le métolachloresa. Néanmoins, nous, la crainte, je dis nous en tant que producteurs d'eau potable, c'est qu'on voit la liste de métabolites de pesticides qui va augmenter, qui va exploser. Enfin, je vais prendre un exemple. Le laboratoire avec lequel on travaille pour nos suivis de bassins versants est en train de travailler au développement des runs analytiques pour rechercher les fameux métabolites du chlorothalonil. En même temps, c'est 40 métabolites différents qui vont être recherchés, 40 nouveaux métabolites différents qui vont être recherchés. Alors,
40 métabolites recherchés, ça ne veut pas dire qu'on va en trouver 40, mais le risque est important qu'on en trouve quelques-uns, même si c'est à l'état de trace et qu'individuellement, ils ne posent pas problème. Et toutes ces substances-là, entre le moment où on va commencer à les rechercher, à les analyser en routine, et le moment où l'ANSES aura eu le temps de les examiner pour pouvoir dire oui, elles sont pertinentes, non, elles ne sont pas pertinentes, si elles ont une Vmax, cette Vmax, elle est de ceci ou de cela, bah, il va y avoir du temps, quoi. Et là, aujourd'hui, les progrès analytiques, la machine est lancée, quoi. On voit que ça va très très vite et ça progresse très très vite. Et nous, c'est vraiment une grosse crainte qu'on a, et je sais qu'elle est partagée par plusieurs producteurs d'eau potable, on n'est pas les seuls sur ce volet-là, quoi. Anthony, peut-être Florence peut répondre à la question de Julie Bertillon là, sur la différence entre EFSA et ANSES. En termes d'AMM, Florence. Oui, en termes d'AMM, pardon. En termes d'AMM, en fait, l'EFSA ne participe pas à l'AMM. L'autorisation de mise sur le marché, elle est déterminée par l'État membre pour ce qui concerne son pays. Donc, l'ANSES délivre l'autorisation de mise sur le marché du produit, alors que l'EFSA participe à l'approbation de la molécule, la substance active, donc, qui, elle, relève d'une approbation européenne. Donc, l'EFSA travaille au niveau européen sur la substance active, l'ANSES sur le produit, c'est-à-dire avec ses coformulants, ses adjuvants et le produit qui va être utilisé. Il y avait une remarque après, par ailleurs, dans les dossiers d'AMM au niveau européen en France, n'autorise normalement pas les métabolites pertinents dont la concentration peut dépasser les 0,1 microgrammes par litre dans les eaux souterraines. Oui et non. Parce que, comment dire, enfin, on le voit avec les exemples qui sont en cours chez nous, et Florence, tu compléteras peut-être. On parlait du chlorothalonil aujourd'hui. Le fait que ces métabolites soient présents en quantité significative dans les eaux souterraines, c'est connu, quoi. Et sauf que le métabolite, il a été classé pertinent relativement tard. Et après, il y a deux notions de pertinence différentes. Il y a la notion qui autorise qui autorise au niveau européen la molécule à condition qu'elle ne soit pas présente en quantité au-dessus de 0,1 dans les eaux souterraines et qu'elle ne soit pas, je ne sais plus que c'est, perturbateur endocrinien, cancérigène, etc. Sauf qu'on a vu le cas dans le métolachlore ESA. Il y a eu un changement de classement sur le côté cancérigène potentiel de la molécule mère qui a fait tout basculer, quoi. Non, mais exactement, en fait, non, mais l'intervention est exacte. Pour l'approbation de la molécule mère, on va regarder est-ce que cette molécule, lorsqu'on va délivrer une AMM, on regarde la molécule mère et ainsi que les métabolites qui étaient reconnus comme pertinents dans le dossier initial au moment du dépôt du dossier. Et si ce métabolite, si les modèles aboutissent à un calcul de dépassement de 0,1 microgramme par litre du métabolite dans les eaux souterraines, l'AMM n'est pas délivrée. Mais ce qui se passe, c'est que les métabolites, leurs caractéristiques pertinentes ou non pertinentes va évoluer en fonction de la caractéristique de la molécule mère qui elle-même évolue au niveau de l'EFSA. En fonction des connaissances scientifiques, c'est ce qu'on a essayé de mettre dans l'exposé. À un moment donné, le S-métolachlore, il est passé, sa molécule fille n'était pas reconnue comme pertinente puisque la molécule mère n'était pas classée CMR. Maintenant, l'EFSA revoit le classement de la molécule mère qui est S-métolachlore. Du coup, par ces molécules filles, les métabolites deviennent pertinentes au niveau réglementation phytosanitaire. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Ouais. Après, la Vmax, pardon, j'ai passé La Bretagne aurait-elle perdu son agilité connue dans les années 90? Est-ce encore raisonnable de ne pas avoir délimité toutes nos AAC, notamment en ESU, en eau de surface? Comment peut-on agir utilement sans zonage reconnu et sans adhésion suffisante des structures agricoles? Je ne sais pas qui souhaite répondre à ça, Sophie, peut-être? Oui, je pense, ouais.
Effectivement, à ce jour, on a en Bretagne 56 captages prioritaires, dont certains n'ont pas encore d'AAC bien délimité avec un arrêté préfectoral, etc. Il est sûrement urgent de terminer effectivement cette délimitation, surtout qu'en 2023, on s'attend à avoir une liste de captage dits sensibles qui va augmenter puisqu'on va avoir sûrement d'autres paramètres et des seuils différents à prendre en compte. Donc, la liste des captages à protéger avec une aire d'alimentation délimitée va sûrement augmenter. Donc, la prise en compte de cette délimitation dès aujourd'hui, puisque j'ai entendu de la part d'Anthony, c'est que voilà, la contamination par les métabolites, vu comment les métabolites circulent et s'attachent à l'eau, on va dire, sont très hydrophiles, dès la tête de bassin versant, la contamination de nos captages peut avoir lieu. Donc, il faut vraiment que cette délimitation de l'aire d'alimentation de captage permette des plans d'action permettant de la protection du captage sur tout le bassin versant lorsqu'il s'agit d'eau superficielle. Et effectivement, on attend avec impatience la liste des captages sensibles et je ne pense pas que c'est pour demain. Après, il y avait une question de Thierry Grignoux de la DDTM 56. La Vmax de 2 microgrammes litre correspond bien au S-métolachlore et ses métabolites. Alors, moi, j'avais en tête 10 microgrammes litre pour le S-métolachlore. Pour les métabolites, la Vmax, c'est 510. Mais après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ARS qui a un chiffre plus précis. J'ai vu Muriel Tézé là sur le chat. Peut-être pourrait-elle répondre. Elle est peut-être partie. Bah, sinon, on pourra répondre a posteriori, honnêtement. Enfin, comme le S-métolachlore, pour nous, est pas sur la partie eau potable, n'est pas un enjeu majeur du quotidien. Je dois avouer que je n'ai pas le chiffre en tête. Si, j'avais 10 en tête, plus précisément. Mais sur les métabolites, je suis à peu près sûr, du coup, c'est 510. Et on pourra peut-être le mettre dans les ressources documentaires. Toutes ces valeurs, lorsqu'elles ont été étudiées, sont sur le site de l'ANSES. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Vmax, elles sont molécule par molécule. Elles ne se cumulent pas entre S-métolachlore et son métabolite. Chaque molécule aura sa Vmax propre. Pour répondre sur la question des corps PEP, le classement corps PEP, je présume que c'est le classement corps PEP pour le DPR, le diagnostic parcelle à risque, et la prise en considération des métabolites, on est en train d'y travailler. Voilà, on a reconstitué un groupe de travail avec la Chambre d'agriculture et on espère assez rapidement pouvoir revoir le classement de certaines substances en considérant le devenir de ces substances et de leurs métabolites. Je peux rebondir sur un commentaire que je lis à l'instant. Là, même si l'AAC est délimité, le changement de pratique agricole reste sur la base du volontariat. Effectivement, mais pour exemple, en Ille-et-Vilaine, il y a 16 captages prioritaires, il y en a quand même 5 qui sont en ZSCE. Donc, l'épée de Damoclès, si l'évolution de la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous, c'est effectivement de passer avec une phase plus réglementaire, non soutenue financièrement, etc. Donc, il y a quand même, au-delà de la phase volontaire, une possibilité de passer en volet réglementaire si les efforts ne sont pas jugés suffisants. Il y avait une question après, l'outil Ciris va-t-il être relancé? Je ne sais pas qui répond entre Florence ou toi, Sophie. On va dire que... J'espère aller à Adresse parce que j'aimerais bien que l'outil soit relancé, oui. Il y a des discussions, on peut dire. Les discussions sont en cours. Voilà. Frédéric Ono de Haut-du-Morbihan, les métabolites impactent beaucoup de captages aux souterraines et haute surface, et pas uniquement les captages classés prioritaires au titre du SDAGE qui doivent faire l'objet d'une délimitation AAC. Et si je peux me permettre de rebondir en complétant, on l'a vu sur un captage voisin du bassin de la Vilaine, à Missillac, les captages d'aujourd'hui peuvent être déclassés par des substances interdites il y a 15 ans, avec la recherche de métabolites de pesticides. Eux, ils sont déclassés par le DMS, le diméthylsulfonyle, si je ne dis pas de bêtises.
C'est des substances qui sont interdites depuis des années. C'est un métabolite de pesticides qui sont interdits depuis des années et des années en usage agricole. Et a priori, de ce que disait l'ARS Pays de la Loire la semaine dernière, ce déclassement-là serait le premier d'une série à venir, quoi, vraisemblablement. Le DMS ne serait pas si rare que ça. Et c'est une substance qui était utilisée, alors on ne va pas être trop impacté en Bretagne, a priori, parce que c'était beaucoup utilisé sur l'arboriculture et puis les viticultures, les molécules mères. Un petit peu aussi sur culture légumière, où là, il y a peut-être des craintes. Et les propriétés du DMS, il y en a deux. La première, c'est qu'il est difficile à traiter. Et la deuxième, c'est que dans certaines conditions de traitement de l'eau potable, notamment en présence d'ozone, il forme des sous-produits qui sont super toxiques. Donc voilà, les ennuis sur les métabolites, je pense qu'ils vont concerner tous les captages, effectivement, et pas que ceux classés prioritaires. Et avec des difficultés, c'est que non seulement on va payer la pollution d'aujourd'hui, mais aussi celle d'hier. Exact. Ah ouais. Je dirais que nos 56 captages prioritaires sont dans... On enclenche, on va dire, des plans d'action, mais ça va être élargi à beaucoup plus de captages, puisqu'on va élargir le nombre de paramètres à prendre en compte. Et effectivement, les connaissances actuelles vont sûrement venir perturber un petit peu tous ces classements qu'on a eus jusqu'ici. Donc, on est en attente, nous, Andréal, de ce classement pour savoir quelle ampleur vont prendre ces actions autour des captages d'eau. Et lorsque ce captage sera classé dans les sensibles, eh bien, toute la démarche captage prioritaire aujourd'hui devra s'enclencher sur tous ces captages. Donc, on imagine qu'on peut doubler, peut-être tripler le nombre de captages qui sont aujourd'hui uniquement classés prioritaires, mais qu'il y en aura sûrement d'autres. Il y avait une question de Julie Bertillon. Va-t-on avoir accès aux chiffres de vente des produits par rang et code postal sur le site de l'OEB plus récente que 2019? Je ne sais pas, Florence, si tu as une réponse. Je crois que tu travailles avec l'OEB là-dessus. Je sais qu'il y avait un problème technique informatique et qu'ils y travaillent. Parce qu'on leur a donné les ventes 2020 et 2021, mais voilà, donc je ne veux pas répondre à sa place. Il faudra voir. Peut-être que Sophie, tu as plus d'informations. Moi, j'avais entendu 2020 sur 2021, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Il y avait une réponse Google sur la Vmax du S-métolachlore qui serait égale à 510 microgrammes par litre au regard des données disponibles à l'issue des phases d'études. J'avais en tête moins que ça, mais bon. Peut-être là aussi on confirmera après la présentation. Peut-on trouver des données autre part sur les ventes de produits? Florence? Ah oui, bien sûr, on peut trouver des données sur. Alors, il y a les données sont en open. Hein. On vous mettra les liens si vous voulez. Hein. Sur OData. Oh, je ne sais plus exactement le nom du site. C'est le ministère de l'écologie qui a trituré les données de vente 2020 et on a aussi 2021. Voilà. Sans passer par l'OEB, mais l'avantage de l'OEB, nous ici, on fait un pré-filtre, on retire un peu, on va dire, des éventuelles ventes de particuliers qui viendraient alimenter les ventes des professionnels, parce qu'on essaie d'être plus près possible des données exactes des professionnels. Voilà. En attendant les données de l'OEB, vous pouvez effectivement aller chercher les données ailleurs. Je vous laisserai le lien. Bonjour, concernant le diuron, question de Camille Séjourné, y a-t-il des projets pour modifier la législation sur les anti-mousses, toitures et façades? Alors là, je dois avouer que j'ai aucune info. Le biocide donc diuron, traitement de façade, est en cours de réévaluation. Alors, cela fait déjà plusieurs années, hein, c'est l'État membre porteur du dossier et la Hollande. Et on est toujours en attente de la décision finale qui sera prise au niveau européen de sa réhomologation ou pas, réapprobation ou pas en tant que biocide de façade. C'est ça. Quelque chose. Donc, on peut pas, pour l'instant, on doit attendre une décision européenne sur ce point-là.
A priori, on a fait le tour des questions. Vous pouvez également prendre la parole en prenant le micro, hein, si vous préférez. Sur une des premières d'Apo, je crois avoir vu un épandeur jouer pour enfants, à interdire peut-être aussi. Je crois que ça ne relève pas de notre niveau. Mm. Personne ne veut prendre la parole? Oui, oui, on a compris que c'était de l'humour. Profiter, hein, d'avoir des Je interlocuteurs de pense qu'on aura qualité. vite des problèmes de manque de moyens financiers. Notre gestion du S-métolachlore ne fait pas rêver. Contamination connue dès 2010 par le BRGM. Contamination généralisée des eaux superficielles bretonnes dès 2017 et en juin 2023, toujours aucune mesure d'ampleur. Oui, bonjour, c'est Guillaume Hénaf. J'ai posé la question. Moi, je suis un dinosaure de la reconquête de l'eau, hein, j'ai commencé en 1992. Voilà, je me pose quand même un certain nombre de questions, hein. Je pense qu'on n'a pas la gestion qu'on devrait avoir autour des pesticides. Alors moi, je suis à l'ANSES cette semaine sur un comité de suivi des AMM, hein, donc je pense qu'on va largement reparler de ça. Mais je pense que tant que le monde agricole n'aura pas regardé autrement les pesticides que comme un produit de production, on aura du souci à se faire. Il y a plein de choses qu'on sait faire depuis 30 ans et qu'on peine à faire et il nous faut de l'argent à chaque fois pour arriver à le faire. Et je dis ça, mais en même temps, je sais qu'il y a plein de gens qui font des choses intéressantes, hein. Voilà. Mais sur le fond du sujet, je pense qu'on n'est pas collectivement à la bonne échelle d'action. Je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que oui, sans doute. Vu les contaminations, sans doute. Après, il y a effectivement ces histoires de moyens qu'on y met, quoi. Je ne sais pas si ça appelle une réponse, Florence ou Sophie. Il y avait, je reviendrai après sur la question d'Estelle Castel. Arnaud Legal de Morbihan demandait les AMM du S-métolachlore n'ont-elles pas été retirées? Elles ont été retirées pour tous les usages qu'on a en Bretagne. Elles perdurent uniquement sur la betterave. Par contre, l'interdiction sera effective qu'en octobre 2024. Donc, on a encore 2 campagnes devant nous. Et elle sera effective sous réserve qu'il n'y ait pas un texte qui dise qu'on revient dessus, quoi, hein. Parce que vous avez vu qu'il y a quand même des grosses pressions sur le sujet. Enfin, je sais pas. Et donc, Estelle Castel, y a-t-il des discussions au niveau des ministères pour interdire l'usage des phytos dans les aires d'alimentation de captage arrêtées d'interdiction? Si je peux me permettre juste un complément avant de laisser Florence ou Sophie répondre. Le bassin versant de la Vilaine, c'est 11 000 km². L'aire du captage d'alimentation de Ferrel, qui est l'une des 2 plus grosses usines bretonnes de production d'eau potable, c'est plus de 10 000 km². Donc voilà, je vous laisse imaginer l'ampleur des choses si demain on interdit l'usage des phytos sur les aires d'alimentation de captage, ça va un peu tanguer dans les campagnes. Je laisse après Sophie et Florence répondre. Je dirais que l'essai sur le métabolite avec les amétolachlore a montré les difficultés, hein, d'arriver à une interdiction. Je pense que ça serait une solution plus simple, mais techniquement difficile à mettre en place, quoi. Mais souhaitable, sûrement. Ben non, je pense que pour le compte du ministère de l'Agriculture, je crois que c'est pas encore à l'ordre du jour. Vous avez vu le plan Ecophyto va être revu. Là, actuellement, la priorité est donnée à l'accompagnement des agriculteurs sur les molécules dont on sait qu'elles vont être retirées pour trouver des alternatives. Et c'est des travaux qui sont menés là maintenant dans les prochains mois, mais on n'a pas encore le contenu exact de la révision du plan Ecophyto. Et en parallèle de ça, comme vous le savez, il y a des discussions pour transformer la directive Sud en règlement, avec un projet de règlement pour l'utilisation des produits phyto dans le cadre d'un développement durable.
Et je ne vais pas en dire plus puisqu'il y a des gros débats, des grosses discussions déjà entre les États membres. Donc, les interdictions globales sur des grandes étendues, des grandes surfaces, je pense que c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et ça remettrait en cause les productions elles-mêmes des États membres. Alors, les AMM du S-métolachlore, bon, elles ont été retirées, sauf pour la betterave. On fait un peu de betterave encore, hein, en Bretagne, ce n'est pas de la sucrière, c'est de la fourragère. On n'aura pas les usages que l'on a jusqu'à présent en termes de smoke. Alors, il va être retiré effectivement jusqu'en 2024. Donc, c'est une décision de l'ANSES. Bon, la décision est prise, je ne vois pas comment je reviendrai dessus. Comment savoir ce qui est conseillé vendu chaque année? Vendu, on a les ventes par code postal. Je n'ai pas compris la question exactement par les prescripteurs. Alors, comment savoir? Il faut intégrer le SRAL et venir les inspecter, parce que c'est le corps d'inspection du service dans lequel je travaille qui est en charge de contrôler les conseillers, les distributeurs et aussi les agriculteurs. Et quand ils sont chez les agriculteurs, ils voient quelles sont les préconisations, les prescriptions techniques qui leur sont données. Sinon, ok. Oui, merci. C'était pour savoir, est-ce qu'on peut accéder à la tendance du moment, si les conseils les promos de l'année ou si les conseils, enfin, j'imagine que non, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à capter, nous, en tant que techniciens sur le terrain, quoi. Mais bon, c'est plus un partage de réflexion. Ouais, alors, il n'y a plus de promos, hein. Les promos, tout ça, ça n'existe plus, hein. C'est retiré par la loi Egalim, interdit par la loi Egalim. Du moment, non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des programmes, hein, les distributeurs, enfin, nos grands groupes, hein, nos gros distributeurs bretons, on les connaît. Ils ont, c'est vrai, hein, des objectifs ou des objectifs. En tout cas, ils ont un panel de vente et ils ont des programmes, mais maintenant, c'est plus eux qui conseillent les agriculteurs. En tout cas, ce n'est plus qui le conseillent sur le papier. Donc, la séparation de vente-conseil nous met en difficulté, qu'on n'a plus de traçabilité sur le conseil qui est prodigué. Les agriculteurs ont peut-être des conseils encore, mais par téléphone, ou peut-être qu'ils notent eux-mêmes sur un petit bout. Par contre, quand ils vont acheter des produits, les grandes structures ont encore possibilité à donner des ordres de grandeur des programmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, sur blé, on peut mettre tel produit, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-là, je les ai dans mes rayons, lequel vous voulez. Vous voyez, on transfère petit à petit la responsabilité sur l'exploitant, mais on n'est pas encore arrivé à une situation où les exploitants sont totalement autonomes dans leurs décisions et on y voit beaucoup moins clair sur les prescriptions, mais vraiment l'idée précise qui est fournie à l'agriculteur par son distributeur. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais disons que la séparation vente conseil est venue flouter tout ça, ce qui nous permet encore moins, nous, de bien savoir lorsqu'un agriculteur utilise un produit, si c'est de son fait réel ou si c'est parce qu'il a été conseillé et comment. Est-ce qu'on a épuisé les questions et les interventions? On dirait que oui. En tout cas, je vous remercie Anthony de Burgave et puis Florence Fernandez pour vos interventions et votre diaporama de haute qualité avec plein d'informations que vous retrouverez donc du coup